Mercredi 13. Si l'on peut essayer de comprendre, peut-être d'ergoter sur la défaite de l'Union populaire, étant entendu que le problème est que aujourd'hui, pour parler, il faut se réserver un espace. En tant que particulier, en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que peut-être un homme ordinaire, on n'a pas le droit à la parole. On n'est pas considéré de la même façon qu'un personnage public. Donc, le droit à la parole de façon parcimonieuse, de façon indirecte, de façon marginale. Et donc, en parlant de Jean-Luc Mélenchon, donc, qui faisait des interventions devant un parterre d'étudiants qui font partie de l'élite l'élite du pays, en venant discourir devant ces gens, quelque part on rate quelque chose. Un discours est toujours un peu frappé d'une forme d'impossibilité. Un discours, il n'est jamais circulatoire. Il n'est pas, j'allais dire, il n'est pas réversible, il n'est pas réciproque. On fait un discours et en face, les gens écoutent ce discours et se déterminent par rapport à ce discours. Mais soit on ne se détermine pas par rapport au discours des autres. Donc les autres, finalement, ne sont que des auditeurs, des gens qu'on cherche à convaincre ou qu'on cherche à amener de son côté. Mais qu'est-ce qu'on gagne dans cette opération? Quel est son bénéfice? On ne peut pas savoir si on a convaincu l'auditoire. Mais est-ce qu'on cherche finalement à faire naître quelque chose qui ne va devenir conséquent que dans un temps très lointain? Quelque part, on fait naître, j'allais dire, une conviction, mais sur le long terme. C'est dans 20 ans, 30 ans, quand ces gens-là, je sais pas, c'est trop loin. Donc si on cherche à recueillir les sentiments immédiats, si on veut des élections qui arrivent, donc c'est très proche, il faut prendre en compte la temporalité, temporalité immédiate. Donc on cherche pas, on va pas se mettre à installer une relation intellectuelle, dialectique, voilà, faire appel à l'intelligence, faire appel finalement à une vue large, à une sorte de regard très ouvert sur les choses, très intégrant, très, voilà, il faut prendre en compte tous les paramètres, il faut est-ce qu'il s'agit de ce type de discours? Ce n'est pas une conversation. Donc à la rigueur, pour aller vite, à la rigueur, je dirais que le personnage aurait dû se mettre à écouter. Devant le personnage, les gens, normalement on inverse la situation, se mettent à discourir, à dire ce qu'ils attendent d'un dirigeant politique qui serait, je veux dire, élu au poste suprême. Donc voilà, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est tertiaire? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui ne compte pas? Du point de vue de l'institution à laquelle on appartient, du point de vue de la position que l'on cherche à atteindre en tant que membre de l'élite technique, l'élite administrative ou l'élite financière, économique, etc. Donc,
dont on s'adresse à l'élite, on s'adresse pas au peuple. Peut-être que l'on peut dire que l'élite et le peuple ne font qu'un, j'en sais rien. En tout cas, voilà donc un problème. Quand on veut expliquer un échec, évidemment, un échec n'est jamais un échec individuel, c'est un échec collectif. Et nous savons que l'exercice du pouvoir, finalement, être élu, ce n'est qu'une étape. Comme dans une relation, séduire quelqu'un, ce n'est qu'une étape, et pas la plus importante, pas la plus décisive. Il faut savoir créer une relation. C'est pas de coucher, ou ce n'est pas de se faire aimer. Il faut savoir faire durer la chose. Donc l'exercice du pouvoir et les contraintes, etc., et les font que voilà que la chose n'est plus aussi désirable qu'au premier vue. Donc quelque part, quelque chose qui n'a pas été consommé reste un peu exempt de reproches. Le projet n'a pas été mis à l'œuvre, donc on peut pas dire que on peut pas parler de ses défauts, on va parler que de ce qu'il offre. Après, il n'a pas fait l'épreuve du réel. Donc, toujours cette articulation autour d'un personnage central, etc., qui va porter la parole. Même un prophète a des adeptes ou a des, comment on peut appeler ça pour le Christ, a des compagnons, pour Mohammed, a des compagnons, peut-être les compagnons sont chargés de représenter le prophète même de son vivant. Les compagnons permettent au prophète d'être partout. Donc les apôtres, voilà, les apôtres du Christ, les apôtres comptent autant que le Christ lui-même, si ce n'est plus. C'est les apôtres qui ont permis la transmission du message christique, et etc., etc. Et donc, les apôtres, les compagnons, peu importe. Donc, pourquoi sur soi-même être présent à certaines choses? Donc, quelque part, la démultiplication de personnages, et la parole, le problème de l'économie de la parole, l'économie, et non pas l'économie dans le sens familier, mais l'économie, comment on gère son temps de parole. On choisit de façon très judicieuse, on ne va pas être partout. Parce que la parole doit pas être banalisée non plus. La parole doit être très maîtrisée, un exercice, et chaque message doit être étudié. On ne doit pas être peut-être dans l'improvisation, ou finalement dans la réponse à des choses qui n'ont pas été prévues, voilà. Donc là, je comprends pas dans le sens pourquoi je fais cela. Pourquoi je parle? Parce que je suis en train de lire quelque chose qui parle de l'échec, qui essaye d'expliquer l'échec de l'Union populaire à se hisser au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et fondamentalement, ce soir, il y a une réunion vraiment très près de là où j'habite, mais je compte pas m'y rendre parce que j'ai pas envie de faire figurant. J'ai pas envie d'être là, attendant, voilà, que les responsables de la réunion parlent et après distribuent la parole au compte-gouttes, et voilà. J'ai pas envie de faire celui qui écoute. J'ai envie de parler comme je l'ai toujours fait, et comme il me semble naturel de le faire. J'ai envie, je pourrais pas aller là-bas en disant qu'il y a une faute. On pourrait dire faute originale, faute originelle même, une faute importante qui a été faite par le candidat ou l'ex-candidat Mélenchon, c'est de s'être proposé pour une confrontation avec un personnage infréquentable. Alors, je me rappelle donc de cette chose Mexique, on fait, comment dire, on mange avec je sais pas comment le proverbe est dit, mais avec une longue cuillère. On mange avec le diable, mais avec une longue cuillère. C'est dangereux d'être
tout près du diable, d'être tout près de ce qui figure comme la figure du mal. Donc le mal, il peut nous tenter d'une façon ou d'une autre. Le diable est tentation, est tentateur. Le Christ aussi a été tenté. Alors, voilà donc, et après, on a finalement, on a légitimé d'une façon ou d'une autre un candidat illégitime de par finalement ses propositions. Alors, par exemple, un candidat simplement pour essayer d'utiliser un concept qui a été fabriqué par un personnage au passé très particulier, mais que je ne vais pas exposer ici. Un personnage, donc, le remplacement. Le remplacement, il a lieu quelque part, il est à l'œuvre. Mais il n'est pas à l'œuvre en France, il est à l'œuvre en Palestine. C'est là qu'il y a le vrai remplaçant. Et de voir quelqu'un qui est de confession juive, en tout cas de culture juive, finalement parler de grand remplacement, alors que finalement, pour la France, ce qui n'est pas le cas, évidemment, on le constate tous, mais ailleurs, il s'agit d'un véritable remplacement, avec un apport continu de population, et voilà, on va y ajouter la population ukrainienne, la confession juive, etc., etc. Donc, il s'agit fondamentalement, je ne sais pas ce qu'il fallait, est-ce qu'il y avait un calcul politique, sûrement, derrière ce débat avec un infréquentable. Est-ce que c'était peut-être de créer une forme de désaffection pour le camp qui peut constituer un véritable danger? Le camp de l'extrême droite, de la droite nationale, qui a déjà été proche d'arriver au pouvoir, et qui finalement on va légitimer l'adversaire, le véritable adversaire, celui qui va miner, qui va saboter l'œuvre de véritable reconquête. Le véritable parti de la reconquête, c'est celui du Front National. Ce n'est pas celui qui s'est adjugé ce nom. Donc, il y avait un calcul. Est-ce que ce calcul était légitime, justifiable? Je ne sais pas jusqu'à quel point. En tout cas, pour vous dire par rapport à cette fréquentation, cette cette proximité avec le diable, c'est que Mélenchon en est revenu avec une idée. Oui, d'accord, on peut renvoyer, on peut faire la réémigration, mais dans la pratique, ce n'est pas possible parce que les pays ne vont pas accepter. Il a déjà négocié, c'est-à-dire qu'il a accepté l'idée de la rémigration. Mais c'est dans la pratique qu'elle est infaisable. Mais théoriquement, comme si ces gens qui ont déclaré de façon évidemment très, très préjudiciable à eux et à beaucoup d'autres gens, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, le Front National pose les bonnes questions, etc. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à aller faire ce type de déclaration? Quel a été le calcul politique? Et après, on peut dire, quel a été finalement le calcul politique de Mélenchon en ayant débattre avec l'infréquentable? Il faut créer, désigner un ennemi avec lequel on ne discute pas, avec lequel on n'échange pas. C'est un ennemi, comme à l'époque on disait, il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ce ne sont point des gens qui défendent la liberté, c'est des gens qui sont pour la contrainte, pour l'ordre, pour l'obéissance, pour la soumission, la véritable soumission, la soumission au chef, la soumission à une société, à une idéologie liberticide. C'est ça l'extrême droite ou la droite nationale, peu importe, c'est la même chose. Alors fondamentalement, comme qui dirait, donc l'idée, voilà le problème. À vouloir finalement apparaître partout, et il y a un risque
Donc, le problème est que les choses se déterminent toujours sur un temps très long. C'est comment la politique, c'est la gestion du quotidien, c'est aussi la gestion euh, du temps long, du temps intermédiaire, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme proposition? C'est difficile. D'ailleurs, il faudrait peut-être sortir de la politique. Justement, il faudrait créer un autre monde dans lequel on pourrait dire que un monde ne peut pas exister sans conflit, sans parti pris, sans tension. La politique est la façon d'amener la tension et les conflits entre les membres d'une société, en fait, les faire en sorte qu'ils ne soient pas réels, mais qu'ils ne soient qu'au niveau des idées, au niveau des choix de société, mais qu'on évite par là la guerre, on évite par là la véritable la guerre civile, la guerre de tous contre tous, etc. La politique ne fait que, elle fait acte, elle prend acte que les gens sont par nature en compétition, en conflit, et qu'il ne faut pas laisser ce conflit se dérouler comme dans les temps anciens. Il faut lui permettre de s'exercer sur un plan beaucoup moins violent. D'où évidemment il y a la violence politique, il y a des tensions, mais ça n'a rien à voir avec le fait de laisser les gens exercer leur conflictualité sans qu'elle soit de façon, j'allais dire, primaire. Donc la traduction de la conflictualité, le fait d'essayer d'amener la conflictualité sur un terrain intellectuel, sur quelque chose que l'on peut gérer. Donc, n'allez pas essayer de faire justice vous-même. Vous avez des institutions pour cela. Vous avez un conflit avec quelqu'un, vous avez une institution. Vous avez un projet à défendre, vous avez des élus pour ça, des gens mandatés pour essayer de défendre votre projet. Et votre projet, il va se défendre à coup d'arguments et à coup de conviction, et non pas à coup de violence physique ou à coup de contraintes physiques. Donc, il faut laisser de côté ces formes comment dire, de cette socialisation primaire pour aller vers une socialisation beaucoup plus évoluée, beaucoup moins dans laquelle ce qui compte, c'est la capacité à faire venir de son côté des gens, à convaincre des gens pour s'organiser toujours d'une façon comment dire, pacifique, s'organiser pacifiquement, et essayer de faire à chaque fois les corps contre les corps, et ça se joue à peu de choses, donc convaincre pour faire venir de son côté, évidemment, quelquefois ça se joue à très peu, donc quelques centaines de milliers de voix, et voici un projet qui ne sera jamais appliqué, et il laissera la place à un autre projet. Aujourd'hui, on est devant un projet qui est très très dangereux. Il y a des projets plus dangereux que d'autres parce qu'ils sont porteurs d'une conflictualité que l'on a du mal à visualiser, ou une conflictualité plus grande ou plus grave que d'autres. Il y a des projets qui sont prêts à faire naître des clivages comme on n'en a jamais vu auparavant. Alors,
Voilà, donc je sais plus, j'ai plus rien à dire de particulier, je peux continuer, mais je vais arrêter. Simplement, voici ce que permet l'internet permet d'exister pendant un court temps, manier le verbe, comme on dit, et peut-être pour aucun bénéfice. Le seul bénéfice, c'est tenté d'avoir tenté de toucher aux affaires publiques, voilà, à la chose publique, de s'être exprimé devant personne, il n'y a pas d'auditoire, mais c'est comme ça que ça se passe généralement. Il y a des gens qui ne sont jamais écoutés, il y a des gens qui ne sont jamais suivis, c'est pas tout le monde qui peut se comparer à ce que fait Mélenchon, par exemple, sur YouTube, ce que je trouve très intéressant, parce que là, c'est un autre Mélenchon que l'on voit, et plus proche, et dire, parlant sur un ton bas, etc. C'est vraiment autre chose, voilà, que l'exercice devant la caméra pour être diffusé sur les plateformes. Et aussi, la seule différence entre lui et moi, c'est moi j'ai commencé bien avant lui, mais surtout, c'est que lui, il prépare. Il y a des gens qui préparent, notamment sur le plan technique. Moi, je ne prépare rien, je me lance. Et donc, je prends beaucoup de risques. Le risque de finalement de pas être capable de bien maîtriser mon intervention, et de me laisser un peu emporter par des comment dire, par des mots, par des choses qui viennent. C'est le risque de ce type d'exercice qui est dans l'intervention seule et en one shot. Il n'y a pas de reprise, il n'y aura pas de correction. Voilà, bon, advienne que pourra, c'est comme ça.